cas, je souhaite la bienvenue aux camarades Clara et Clément de Lutte ouvrière qui viennent participer à ce débat avec nous. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de faire 2 premières introductions de 10 minutes chacune et ensuite 3 tours de débat, chacun de 5 minutes. Voilà, je crois que c'est les camarades qui commencent. Oui. Non, c'est nous. Non, c'est pardon, oui. Les camarades, non, mais... Les camarades ici. Ouais, on voudrait expliquer le sens de notre invitation et surtout commencer par remercier les camarades de Lutte ouvrière ici présents de les avoir acceptés. C'est notre première rencontre d'été révolutionnaire. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé d'être 500 militants et je crois qu'on avait bien besoin de ces discussions qu'on a menées pendant 3 jours et qu'on continue à mener sur la situation nationale et sur la situation internationale. C'est parce que notre conception de la construction du parti dont on a besoin, c'est pas des discussions renfermées sur notre propre organisation, c'est des discussions qui concernent tout le mouvement révolutionnaire et toute l'extrême gauche, qu'on a invité différents groupes internationaux dont une partie ont répondu à l'appel et des camarades de groupes de l'extrême gauche en France, dont les camarades de Lutte ouvrière, et c'est politiquement qu'on est très content qu'ils soient ici. Alors je vais commencer par des considérations peut-être trop générales, mais il faut dire le socle fondamental qui nous réunit aujourd'hui, et par nous, je veux dire le NPA issu du 5e congrès. Ce socle général, il est aujourd'hui partagé par l'essentiel des militants du NPA, et il constitue à dire que personne parmi nous n'imagine qu'on puisse durablement bosser avec la France insoumise, et vous avez compris, je cite, Philippe Poutou qui a déclaré ça en plein pendant les travaux de notre congrès. Nous avons opéré en décembre dernier une clarification. C'est une clarification politique qui s'est faite par la démission d'une partie importante de notre organisation, ce qu'on regrette, mais c'est quand même une clarification politique. On est bien évidemment prêt à chercher l'unité la plus large, y compris avec des organisations qui ne partagent en rien nos conceptions révolutionnaires. L'unité à condition que ce soit sur tous les terrains qui permettent de mettre en mouvement le monde du travail ou une partie des travailleurs. Parce qu'on est intimement persuadé que ce sont les travailleurs eux-mêmes, quand ils entrent en lutte, qui peuvent balayer tous les obstacles que la gauche syndicale ou la gauche politique institutionnelle mettront sur leur chemin et refuser toutes les impasses, le parlementarisme, le dialogue social, toutes les formes de compromission avec la bourgeoisie. Et c'est pour ça que nous défendons en permanence l'indépendance politique du prolétariat. C'est notre boussole, et ça implique, et c'est même un minimum en réalité, de ne jamais faire un programme politique en commun avec la gauche institutionnelle. Précisément parce que nos buts politiques sont parfaitement opposés. La gauche institutionnelle veut un capitalisme à visage humain ou des gouvernements soi-disant anti-austérité. Nous, on veut convaincre les travailleurs de renverser le capitalisme et son État et de construire leur propre pouvoir, un pouvoir qui soit issu de leur propre lutte. C'est ça les convictions que les militants du NPA qui sont réunis ici, avec leurs tendances comme AER, DR ou l'Étincelle, ou beaucoup de militants sans tendance mais qui sont bien loin d'être sans politique, c'est ces convictions qu'on a défendues sous le même toit depuis la fondation de notre parti, le NPA, en 2009. On a eu des parcours et peut-être des choix tactiques différents à plein de moments. Mais fondamentalement, on s'est tous retrouvés sur cette appréciation et c'est ce qui nous amène à être réunis ici aujourd'hui dans un parti qui n'est déjà plus le front de fraction qu'il a été, mais qui fusionne sur ses bases politiques. Alors qu'est-ce qu'on veut ? Ce qu'on veut, c'est construire un parti des travailleurs et des travailleuses communistes révolutionnaires internationalistes. On l'a mis en une de notre journal qu'on vient de lancer. Ça signifie immédiatement se donner une priorité. Notre priorité, c'est l'implantation de groupes communistes et révolutionnaires sur les lieux de travail. Une priorité, ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qu'on fait. On fait vivre un parti dans la jeunesse, qui recrute, qui intervient dans tous les milieux sociaux, mais qui se dédie à cet objectif prioritaire. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les situations politiques, le moment où elles peuvent basculer, c'est quand ce sont les travailleurs, la classe ouvrière, qui prennent une politique pour leurs propres intérêts et entre leurs propres mains. Alors implanter des groupes révolutionnaires sur les lieux de travail, ça veut dire que c'est pour l'intervention. C'est pour qu'on ait dans toutes les entreprises importantes du pays des groupes qui sont capables d'arracher la direction des luttes aux réformistes aujourd'hui, surtout les directions syndicales. Des groupes qui sont capables de faire vivre
ce qu'on appelle l'auto-organisation, en vérité l'organisation à la base des travailleurs en lutte, des assemblées générales, des comités de grève et des coordinations quand c'est possible. Et lorsque la situation n'y est pas encore, toutes les formes possibles d'organisation qui permettent d'avancer vers ces objectifs, que ce soit des assemblées générales de lutte ou interpro, comme il y en a eu dans le précédent mouvement. Des groupes aussi qui soient capables de défendre une politique, des perspectives qui peuvent faire avancer la conscience de classe révolutionnaire. Et cette politique, la défendre directement auprès de tous les travailleurs et toute la jeunesse, sans en passer seulement par une médiation syndicale ou associative, mais en notre propre nom, en notre nom d'organisation révolutionnaire d'extrême gauche, communiste et internationaliste. Alors ces perspectives politiques, elles contiennent bien entendu tout un volet d'un programme d'urgence pour le monde du travail, qu'on décline en fonction de l'actualité, de ce qu'il y a dans les préoccupations du monde ouvrier et ce qu'il y a dans les préoccupations des luttes, mais qui est toujours basé sur l'idée que les travailleurs auraient les moyens de diriger la société bien mieux que les capitalistes. Et cette politique, elle englobe aussi des positions sur tout ce qui traverse cette société d'exploitation, y compris toutes les oppressions. Et quand je dis des positions, c'est des positions qui permettent d'intervenir, d'organiser des réactions contre toutes les oppressions que génère cette société. Alors on défend inlassablement l'émancipation des femmes, des minorités de genre, contre les oppressions racistes, contre le saccage de l'environnement. Et on le défend sans rester dans les milieux qui peuvent être parfois douillets, un peu petits bourgeois de la gauche, milieux qui sont principalement les milieux qui sont préoccupés par ces questions. Et on trouve que c'est une très bonne chose que ces milieux en soient préoccupés et nous les soutenons. Mais pour en finir avec ces oppressions, il faudra bien porter ces discussions au sein du monde du travail, dans la classe ouvrière. Il faudra même que la classe ouvrière, elle soit à l'avant-garde de ces combats, comme l'était la révolution russe, qui a accordé leur droit aux nationalités pour en finir avec l'oppression grand russe, qui a légalisé l'avortement, qui a légalisé le divorce et qui a légalisé l'homosexualité. Oui, on est convaincu que la classe ouvrière, elle a un projet émancipateur pour l'humanité tout entière, qu'elle est même la seule classe à même de renverser le capitalisme et de construire un monde débarrassé de l'exploitation et des oppressions. Alors camarades, cet objectif, il est immense. Construire un parti, le parti qu'il nous faut pour cette révolution. Et on sait que notre petite organisation, elle ne sera pas à elle seule le noyau de ce futur parti. Permettez-nous de vous dire que la vôtre non plus, bien qu'elle soit beaucoup plus importante. Surtout face à une situation qui accélère. On est face à une accélération des périls dans la situation mondiale, l'autoritarisme, la montée de l'extrême droite, les menaces de guerre et la guerre. Accélération des périls qui est une réaction en réalité à l'accélération des possibilités ouvertes depuis 2011 par la succession de révoltes populaires ininterrompues. Et cette accélération, elle nous impose de prendre la mesure de l'urgence à constituer un pôle des révolutionnaires qui serait plus fort pour construire le parti. C'est de cette situation et de nos tâches qui en découlent qu'on souhaite discuter avec vous. On sait bien qu'on ne va pas sortir de ce débat avec des décisions communes, mais on fera quelques propositions, surtout pour concrétiser les orientations qu'on propose. En tout cas, on se réjouit que la discussion reprenne entre nos courants révolutionnaires et on souhaite d'avance que ce premier échange soit suivi par beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la situation qui va être devant nous à la rentrée, en fait, qui est déjà devant nous dès demain? C'est probablement qu'elle va se situer dans la continuité du premier semestre qu'on a vécu, qui a été marqué avant toute chose par un mouvement d'une profondeur politique importante, un mouvement qui avait son caractère inédit contre les retraites et dans lequel on est tous, les uns et les autres, intervenus. Elle est caractérisée aussi par 2 ans de grève rampante sur les salaires, souvent dans le privé, dans des petites ou des grandes boîtes, mais toujours isolées. Et elle est caractérisée enfin par l'explosion de colère de la jeunesse contre les violences de flics racistes qui sont mobilisés au service du maintien de l'ordre social capitaliste. Explosion de colère parfaitement légitime et qu'il va falloir approfondir et unifier avec les autres réactions dans l'avenir. Alors face à cette situation dont le fond est marqué par l'inflation, qui est la forme que prend l'offensive patronale à l'heure actuelle, eh ben, on va se lancer dans une campagne, on appelle ça une campagne salaire, mais c'est une campagne politique, générale,
qui matérialisera l'existence d'un pôle des révolutionnaires. Une campagne qui demandera des augmentations de salaire et pas des primes, des augmentations uniformes et pas en pourcentage, et imposera que les salaires suivent l'inflation. Une campagne qui dira qu'il n'y a que sur nos luttes que nous pouvons compter pour l'obtenir, et que seuls les révolutionnaires, et tous autant qu'on est ici réunis, le défendent, à l'opposé des solutions de division raciste de l'extrême droite qui mettent ça sur le dos des migrants et des femmes pour épargner le patronat, et à l'opposé des fausses solutions de la gauche institutionnelle qui nous demande d'attendre 2027. Camarades, on veut aussi discuter aujourd'hui, dans l'heure qui nous reste, de la situation internationale. On a des divergences qui semblent très importantes sur l'Ukraine, et il faut qu'on les discute, qu'on les approfondisse, qu'on mesure ce qui relève d'une divergence de fond et ce qui relève d'incompréhension. Et enfin, on veut discuter de la construction du parti. On veut discuter de la construction du parti, et comme il me reste que 20 secondes, je dirais une seule chose, que j'ose emprunter au courant historique de Lutte ouvrière, que Lutte ouvrière continue à écrire jusque dans les années 1980, c'est que la façon dont on y réfléchit aujourd'hui au pas à venir vers le parti, c'est qu'on considère que toutes les organisations révolutionnaires de ce pays, vous, nous et quelques autres, eh bien, on veut se considérer comme différentes fractions d'un même et futur parti communiste et révolutionnaire. Voilà, merci de nous avoir invités. Donc nous, on voulait, pour l'introduction, discuter de la guerre. La guerre qui pèse justement déjà de tout son poids sur la situation politique et sociale. Notre conviction profonde, c'est que c'est la classe ouvrière qui peut changer la situation, qui peut changer la société en profondeur, renverser le capitalisme. Et donc c'est à la hauteur de ces problèmes qu'il faut militer en direction de la classe ouvrière, sur la question notamment de la guerre. Alors, la paix dans un monde qui est dominé par l'impérialisme, c'est qu'une trêve entre deux guerres mondiales. La guerre en Ukraine, elle a fait surgir les affrontements entre grandes puissances, la Russie du dictateur Poutine et les puissances impérialistes dirigées par les États-Unis, qui eux font la guerre justement à la Russie avec la peau du peuple ukrainien. Les puissances impérialistes n'en ont rien à faire des Ukrainiens, comme ils n'ont jamais eu rien à faire d'aucun peuple. Tout est question de débouchés pour leurs capitaux, leurs marchandises, d'accès aux matières premières et de rapports de force entre les grandes puissances. Une grande partie est réduite à l'esclavage par les puissances impérialistes qui ne reculent devant aucun crime, devant aucune guerre pour maintenir leur domination. Alors, se ranger derrière l'impérialisme en prétendant qu'il viendrait en aide à la population ukrainienne, comme vous l'avez fait au moment de l'entrée en guerre, notamment pendant la campagne présidentielle, lorsqu'il s'agit de courants qui se revendiquent du marxisme, c'est un abandon. L'impérialisme, il étend son emprise à travers le monde. La Russie, elle a cette particularité, de par son histoire, de par la révolution d'octobre 17, d'avoir pu échapper à cette domination. L'élan révolutionnaire qui a débuté en 1917 et qui permit l'émancipation sociale des classes opprimées et qui donna l'impulsion du développement économique de l'Union soviétique. Mais l'échec de la vague révolutionnaire qui a suivi la Russie, l'isolement de la Russie, ça transforma le pouvoir des soviets en une dictature infâme. Avec la dégénérescence de l'État ouvrier, la bureaucratie, elle a étouffé tout élan révolutionnaire en Union soviétique, mais également partout dans le monde. La bureaucratie est alors devenue un des gardiens de l'ordre de l'impérialisme mondial, tout en cherchant à préserver ses intérêts de caste particulière. Si on insiste sur ce que fut l'État ouvrier dégénéré, c'est parce que Poutine, c'est un lointain descendant de ces bureaucrates qui ont été gardiens de l'ordre impérialiste, tout en étant capables de défendre dans une certaine mesure leurs intérêts face à l'impérialisme. La période de décomposition de l'Union soviétique, elle s'est traduite par l'effondrement de l'économie russe à partir de 1991. L'impérialisme, il en a profité pour étendre son emprise
sur tous les territoires qui étaient issus de cette décomposition. Les puissances impérialistes voulaient bien de la Russie, après 91, mais dans une position de subordonnée, comme le sont beaucoup de pays à travers le monde, de la même manière qu'ils pillent l'Inde, qu'ils pillent le Brésil. Et l'ascension au pouvoir de Poutine, ça correspond à une volonté, dans la bureaucratie russe, d'éviter justement toute la déliquescence du pouvoir qui a suivi la fin de l'URSS. La volonté de Poutine de rétablir ce qu'il appelle la verticale du pouvoir, c'est-à-dire ce qui a bénéficié d'un large soutien dans la bureaucratie russe et parmi les oligarques, c'est-à-dire qu'il a préservé leurs intérêts. Le mode de vie des oligarques russes, il ressemble à celui des grands bourgeois du monde. Mais leurs privilèges, ils sont directement dépendants de la bureaucratie d'État et de son chef, Poutine. Voilà qui demeure jusqu'à aujourd'hui la contradiction qui caractérisait l'URSS bureaucratisée. D'un côté, le souffle révolutionnaire d'origine, et puis son antithèse, qui a émergé de sa dégénérescence, le pouvoir de cette caste privilégiée. Il a fallu le souffle puissant de la révolution prolétarienne de 17 pour éradiquer le tsarisme, pour éradiquer la propriété foncière, pour éradiquer la bourgeoisie. Mais ce souffle révolutionnaire éteint, la situation s'est stabilisée pour quelques décennies sous une dictature de Staline et des autres. Les trusts qu'on connaît sous le nom de Gazprom, Rosatom, ça constitue un lointain souvenir qui donne un lointain souvenir de cette époque, qui donne justement à cette bureaucratie les moyens de faire face aux impérialistes. Alors, pourquoi je discute de tout ça? C'est parce que cette analyse que nous a transmise Trotsky, c'est ce qui nous permet de comprendre de ce qu'est l'État russe aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de comprendre toute la politique exercée par les puissances impérialistes. Leur objectif et leur volonté d'affaiblir la Russie. Et ce qui nous permet aussi de ne pas se contenter, comme vous le faites, de regarder qui a déclenché la guerre à l'instant T, de se contenter de dire Poutine hors d'Ukraine, alors que c'est toute la pression de l'impérialisme qui s'exerce sur le monde et qui mène à un embrasement généralisé. Dire aujourd'hui troupes russes hors d'Ukraine, ça n'a rien de révolutionnaire. Macron et Poutine et Biden disent exactement la même chose. Donc reprendre à son compte, se ranger derrière, reprendre à son compte l'opposition entre démocratie et dictature, ce genre de choses, c'est aussi se ranger derrière sa propre bourgeoisie, se ranger derrière l'impérialisme. Alors, les courbettes de Poutine à partir des années 2000, pour que la Russie soit acceptée par les puissances impérialistes, ça n'a pas suffi. C'est par un encerclement militaire que l'OTAN y a répondu. Et l'immonde invasion de Poutine de l'Est de l'Ukraine à partir de 2014, puis celle qui dure depuis février 2022, il résulte des calculs cyniques et des pressions continues de l'impérialisme. Il y a quelques semaines, Hollande, dans un entretien avec un journaliste ukrainien, il explique qu'en 2014, s'ils ont signé un accord avec Poutine, c'était juste parce que Poutine était en situation de force, et c'était pour laisser le temps de d'armer l'Ukraine, de préparer militairement l'Ukraine, pour pouvoir faire face à Poutine. Et à la fin de son entretien, Hollande il dit « On soutiendra les Ukrainiens jusqu'au dernier ». Alors, c'est peut-être un lapsus, voilà, mais ça en dit long sur leur politique. Défendre les Ukrainiens jusqu'au dernier. Et ça se résume à ça, leur politique aujourd'hui. Derrière, en disant l'indépendance de l'Ukraine, en réalité, la guerre en Ukraine, c'est une guerre menée par les puissances impérialistes avec la peau des Ukrainiens, jusqu'au dernier, je me dis, dans le but d'affaiblir la Russie. Mais cette guerre, elle préfigure d'autres guerres, prélude à une généralisation de la guerre. En tout cas, toutes les puissances impérialistes, elles s'y préparent. Par l'explosion des budgets d'armement. Parce que l'Ukraine devient le terrain d'entraînement pour tester à grande échelle leur matériel. De mort, dans le cadre de ce qu'ils appellent la guerre de haute intensité. Par l'embrigadement des populations aussi, pour y revenir, les gouvernements préparent la guerre. Dans ce contexte, toutes les zones de conflit, comme actuellement l'Afrique de l'Ouest, ces zones de conflit, elles tendent à s'exacerber et à prendre leur place dans l'affrontement entre les puissances impérialistes et
leurs rivaux, russes et chinois. Alors que les États impérialistes préparent méthodiquement l'embrasement général, il faut que les travailleurs conscients s'opposent à toute forme d'union sacrée derrière leur bourgeoisie et leurs États. Qu'ils s'opposent à toute la propagande mensongère, à commencer par la soi-disant défense de la patrie. Pour ce qui est de la guerre déjà présente en Europe, les travailleurs n'ont à prendre parti ni pour la Russie de Poutine, ni pour l'Ukraine de Zelensky, sous la protection des puissances impérialistes. Ils doivent rejeter tous les clans politiques de la bourgeoisie impérialiste, ceux qui tiennent ouvertement un langage guerrier, comme ceux qui prétendent œuvrer pour la paix par des négociations. L'intérêt des travailleurs est de reprendre à leur compte, aussi bien ici en France qu'en Russie, en Ukraine et partout où les masses sont angoissées par les préparatifs de la guerre généralisée, le slogan du révolutionnaire allemand Karl Liebknecht qui disait « L'ennemi principal est dans notre propre pays ». Seul le renversement du pouvoir de la bourgeoisie et de la domination de l'impérialisme sur le monde peut écarter la menace d'une guerre mondiale, assurer les relations fraternelles entre les peuples et créer les conditions de leur collaboration pour le bien commun de l'humanité. Toutes et tous, notamment les camarades de lutte ouvrière qui nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation. Bon, évidemment, difficile là dans une deuxième intervention pour ce qui nous concerne de rebondir une fois qu'on a entendu qu'on s'était rangé derrière l'impérialisme. Mais j'ai envie de dire, de la même manière, vous avez récemment, je crois, titré un édito, enfin dans un édito, vous parliez qu'on était au bord de la généralisation de la guerre. Et moi, j'ai envie de vous dire que si on en est à ce stade-là de la situation, ce qui serait pas révolutionnaire pour le coup, c'est de se regarder en chien de faïence. Donc, j'aimerais peut-être, avant qu'on entame plus précisément cette discussion-là, faire peut-être un bilan d'étape et avoir votre point de vue aussi sur de là où on parle nous, ce que nous sommes, que peut-être vous faites mine d'ignorer, mais qui serait quand même intéressant de discuter. Parce que c'est pas exactement le même débat que d'autres années, que les années passées. Peut-être que vous le pensez, mais justement, discutons-en. Parce qu'il y a quelques mois, en février 2023, dans un de vos luttes des classes, vous titiez un article, Citation du NPA, les conséquences de l'opportunisme. Bon, donc soit c'est un titre, pourquoi pas. Mais là, vous y déroulez toute la plotte qui, selon vous, menait inexorablement le NPA à la scission, tout le mal que vous pensiez de la fondation du NPA. Vous alliez même jusqu'à citer Daniel Ben Saïd, donc l'un des dirigeants de la LCR, qui avait cité, ça c'est très vrai, perdre en substance pour gagner en surface, c'était son appréciation du NPA. Mais comme visiblement vous avez un peu l'esprit sélectif, l'essentiel de ce texte, il y a donc plusieurs mois, était entièrement, aux trois quarts en tout cas, consacré à un commentaire de ce que vous appeliez le NPA version Poutou-Besancenot. Il était même polarisé par ce commentaire. La plateforme C qu'on défendait au moment du congrès et qui était honnêtement, qui n'était qu'un avant-goût de ce que nous sommes aujourd'hui, 8 mois après, était évoquée avec un peu de mépris, où nous apparaissions comme voulant donner le gage, un gage de bonne conduite un petit peu, qui ne remettait pas en cause ni le NPA, ni son fonctionnement, ou bien ni même ses bases politiques. Alors d'abord, peut-être un mot sur le passé. Bien sûr, le présent et l'avenir sont essentiels, mais un mot sur le passé. Vous le savez bien parce qu'on s'est rencontrés à de nombreuses reprises entre délégations, ou bien même lors de votre fête, où nous étions encore cette année, et de son débat, qui par contre n'a pas eu lieu cette année, puisque vous ne vouliez pas trancher entre les deux NPA. Ceux et celles qui ont initié la plateforme C, toujours dans ces délégations ou dans ces représentations, intervenaient autour de l'indépendance de classe, souvent dans les débats sur les élections, et la nécessité de faire des listes ensemble, mais au-delà, comment tenter de donner corps à un pôle des révolutionnaires. Bon, les européennes sont à ce titre-là devant nous, mais bien sûr, c'est encore un autre sujet de discussion. Donc, que vous soyez ou non en désaccord avec ce fonctionnement interne, qui était celui des tendances et des courants,
c'est une chose. Mais que vous fassiez comme si pour présenter ces courants n'était que queue de cerise, finalement, ça pourrait quand même aujourd'hui vous conduire à une mauvaise interprétation de la situation telle qu'elle se pose pour nous. D'ailleurs, vous devez savoir, puisque vous l'avez vu et vécu, qu'il y a quelques mois, nous étions un certain nombre à nous présenter de manière totalement indépendante des listes de la France Insoumise, y compris contre des camarades de ce que vous appelez la scission Poutou-Besancenot, qui était quand même un gage un peu de ce que nous sommes et de ce que nous étions. Alors oui, évidemment, on assume le fait qu'avec le NPA, il y a eu un changement d'échelle à un moment donné, et que ça a été une tentative dans laquelle nous, ce que nous sommes là, nous avons maintenu un cap et nous avons maintenu une boussole. Mais on pense même plus. On pense que ces fractions, ces courants à l'intérieur du NPA, ils ont joué un rôle essentiel pour éviter qu'il y ait une dérive sur la droite, et puis un rôle essentiel ensuite pour le maintien du NPA. Je vous lis quelques extraits quand même pour éclairer de ce qu'était la plateforme de congrès. Refuser de s'allier de manière durable sur un programme politique avec les organisations de la gauche électoraliste à vocation gouvernementale réunies dans la NUPES. Dans ce contexte, l'unité même ponctuelle des révolutionnaires ne peut être une tâche laissée pour de temps meilleurs. Il faut en particulier saisir toutes les occasions de nous adresser à lutte ouvrière pour des campagnes politiques sur nos axes révolutionnaires partagés. Bien sûr, c'est tout de même pas totalement une version du NPA Poutou-Besancenot. Et encore, il faut un parti révolutionnaire qui concentre et actualise le meilleur des expériences du mouvement ouvrier, des militantes et militants capables de se poser le problème de sa destruction, capables par leur implantation dans le monde du travail et la jeunesse et par leurs expériences de jouer un rôle dans la lutte des classes. Ce parti se construit avant les périodes de crise révolutionnaire sur la base d'un programme et d'une implantation dans les entreprises et la jeunesse. Et là, je réponds un peu à une des phrases justement de votre article où un camarade ou une camarade lors du congrès aurait été taclé d'ouvriériste et n'y aurait pas répondu, ce qui montre bien le peu de considération que l'on faisait du travail ouvrier. Donc je me permettais de reciter cette phrase. Alors ces deux extraits mis bout à bout, honnêtement, ils ne peuvent pas vous laisser insensible au fait que le combat qu'on veut poursuivre avec ce que nous estimons être des acquis du NPA, comme la rencontre et la possibilité de fusion, d'histoire politique, d'histoire militante, ça modifie un peu quand même la donne, et donc j'espère quand même votre appréciation. Quand je parle de votre appréciation, c'était en tout cas bien sûr celle de votre article, mais surtout celle que vous aviez eue lors de notre première rencontre d'après-congrès, puisque vous nous aviez dit que vous ne vouliez pas trancher en disant « on va voir ». Bon, on va voir. Là, on est 8 mois après, on peut commencer à voir, bien sûr, tout à fait partiellement, prudemment, modestement, mais 8 mois après, nous avons donc un édito commun, nous avons un mensuel, nous avons réuni des rencontres ouvrières, là, nous avons nos rencontres d'été révolutionnaires dont a parlé Aurélien, nous avons un secteur jeune conséquent, il n'y a a priori pas d'échec en vue, mais bien sûr, tout est possible, mais on a là quand même la possibilité de, nous on le prend comme la possibilité, la saisie d'occasion d'aller bien au-delà de ce qu'on appelait au moment du congrès continuer le NPA, mais de réellement nous diriger vers la construction d'un parti révolutionnaire, communiste et international, en ayant regroupé au-delà même des courants respectifs que nous représentons. Alors évidemment, on pense de notre point de vue, ça devrait changer votre appréciation sur ce que nous sommes, en tout cas 8 mois après. On est assez demandeur de ce que vous pensez, de ce que l'on est aujourd'hui, du NPA qui a choisi d'entamer le débat avec vous, et quels pourraient être les obstacles qui vous feraient vous tenir loin de nous. Alors, bonjour à tous. Alors, je veux bien reprendre sur ce que vous dites tous les deux pour ce début. Et ce sur quoi je voudrais reprendre d'abord, c'est l'idée de s'adresser à lutte ouvrière ou de discuter des fractions ou des différentes organisations
Qu'il y ait de nombreuses organisations, en soi, ça ne peut jamais être un problème. Par contre, c'est ce que chaque organisation défend qui est l'important. Et à mon sens, le problème n'est pas exactement de s'adresser pour nous au NPA, quel qu'il soit, ou pour vous de vous adresser à Lutte ouvrière. Je dis pas ça pour dire que la discussion est pas utile. C'est pas du tout dans ce sens-là que je le dis, mais c'est que je pense que, en tout cas, nous, notre objectif, c'est de nous adresser à la classe ouvrière. Et à un moment, et ça fait peut-être sourire, mais quelque part, tu parles de votre petite taille et de la nôtre, de petite taille. Et si on considère en effet que c'est des toutes petites organisations qui n'ont pas le poids qu'aurait une organisation qui pourrait se prétendre une direction aujourd'hui, alors on est face au problème de ce qu'on fait, et une action ensemble pourrait être bien sûr à un moment donné sur quelque chose où on se retrouve dans une lutte, mais une politique ensemble, eh bien là il y a des divergences. Et pour moi, il y a des divergences qui sont très très importantes. La première est celle-là. La première est l'importance qu'on va accorder au débat entre organisations plutôt que notre travail en direction de l'organisation de la classe ouvrière. Alors après, vous en avez tous les deux parlé de la discussion du travail militant à faire, et c'est là que tout de suite, dans les luttes c'est une chose, mais sur la politique qu'on mène, eh bien là il y a des divergences réelles. Et il y a des divergences réelles sur le soutien qui pourrait être accordé aujourd'hui ou à terme à l'impérialisme. Pas parce que vous êtes particulier ou que nous sommes particuliers à ce niveau-là, mais parce que la situation est celle d'un capitalisme qui se dirige vers une guerre généralisée. Au bord, pas au bord, demain, pas demain, ça c'est impossible de le dire, et d'ailleurs on ne prétend pas dire si la guerre elle sera demain ou quand est-ce qu'elle sera, ni qui sera dans quel camp. Mais par contre que le capitalisme aujourd'hui s'achemine vers une guerre généralisée, en tout cas ce n'est pas parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine qu'on peut le dire, mais au moment de la guerre en Ukraine, c'était évident qu'un cap avait été franchi. Il y a eu des guerres avant, il y en a d'autres depuis, mais ce qui était évident dans le conflit en Ukraine, c'était l'attitude de l'impérialisme occidental, et une attitude qui était pour la surenchère, pour l'armement progressivement de plus en plus. Ils ont toujours dit qu'on n'irait pas au-delà des armes défensives. Pourtant, ils y sont allés, qu'ils n'iraient pas au niveau des chars, et pourtant les chars ont été vendus, qu'ils n'iraient pas aux avions, et les avions ont été vendus aussi. Donc, dans leur démonstration, ils ont fait la démonstration que le capitalisme s'achemine et qu'ils sont prêts à une guerre généralisée. Le problème qui se pose, à notre sens, c'est l'accord qu'ils obtiendront de leur population. Et c'est ça qui se joue. Pour la classe ouvrière aujourd'hui, c'est ça qui se joue. Et donc notre position dans cette guerre-là et notre soutien à l'impérialisme, il a eu de grandes conséquences. Vous parlez de conscience de classe. Eh bien la question qui se pose pour toutes les organisations qui disent avoir quelque chose à dire pour préparer l'organisation de la classe ouvrière, c'est celle-là. C'est comment allons-nous faire face au moment qui a déjà commencé à notre sens, où la bourgeoisie impérialiste voudra obtenir le soutien de sa population pour la guerre généralisée. Parce que c'est de ça qu'ils ont besoin pour envoyer des hommes au front. Alors là, ce qui a été obtenu d'une grande partie de la classe ouvrière et de la population, c'est un tour contre la Russie. Et c'est dans ce sens-là que nous, on pense que vous n'avez pas participé à préparer la classe ouvrière à son indépendance politique de laquelle vous parlez. Parce que son indépendance politique aujourd'hui, c'est de se mettre ni derrière la Russie, ni derrière l'impérialisme américain, et d'être capable de dénoncer son impérialisme, parce que l'impérialisme français, qu'on le veuille ou non, il est dans le camp occidental. On a vu ressurgir l'OTAN, malgré le flottement qu'il y a pu y avoir en Europe. Les pays européens se sont armés avec des armées américaines, ont fait ressurgir l'OTAN, et cette marche-là, elle est en cours, et si on ne considère pas que c'est la lame de fond de notre société, alors on n'est pas en train de se préparer à ce qui est en train d'évoluer.
Aurélien, là on est passé carrément, on fait déjà des projections sur l'état de guerre. Mais enfin, j'ai envie de dire, si on pense vraiment que là, la situation, c'est une projection sur l'état de guerre, mais c'est quoi les larmes des travailleurs et des travailleuses pour foutre un coup dans la fourmilière? Donc tu dis, pour la bourgeoisie, il y a une politique qui n'est pas contestée. Mais bien sûr que non. La bourgeoisie, elle est contestée. Elle n'inverse pas, le rapport de force n'est pas inversé. Mais il y a des révoltes populaires massives. En France, c'est pas rien ce qui s'est passé. La question un peu qui se pose à nous, c'est une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a fait le tour, et que peut-être on fera le constat qu'on n'arrive pas à être d'accord sur l'Ukraine et à pointer vraiment ce qui est le principal du secondaire. Si on est cohérent avec ce qu'on dit, c'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a de nouveau une guerre en Europe. C'est pas rien. Et là, on arrive quand même à s'écharper sur une appréciation sans donner le pendant, c'est-à-dire quel est notre rôle à nous? Qu'est-ce que l'on fait, nous? Est-ce que l'on pense que face à l'état quasi apocalyptique de l'impérialisme que vous êtes en train de décrire, il ne suffira que de convaincre la classe ouvrière de prendre conscience de la situation telle qu'elle est, sans qu'elle-même fasse ses propres expériences, et avec nous? Alors évidemment, pour aller loin dans la discussion, moi je ne vais pas aller plus loin que la rentrée peut-être dans la discussion, c'est peut-être bien mineur et déraisonnable face à l'urgence annoncée. Je vais quand même essayer, parce que nous, dans le parti que l'on construit, on a quelque chose un peu aussi chevillé au corps, c'est de passer de longues heures en discussion qui sont absolument nécessaires, des discussions théoriques, programmatiques, de les mettre en lien avec le parti qu'on construit, mais d'essayer un peu aussi d'avoir un corollaire. Et le corollaire de tout ça, c'est la mise en pratique, de l'éprouver à l'épreuve de la lutte des classes. Alors tout à l'heure, Clara, tu disais, nous, notre objectif, c'est de nous adresser à la classe ouvrière. Bon, bah oui, évidemment, j'espère que vous comprenez que nous aussi, et à la jeunesse, bien évidemment. Et que effectivement il faut préparer la classe ouvrière à combattre. Bien. Nous on tire un bilan sur la réforme des retraites. Je ne sais pas en quoi vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a pu dire, donc discutons-en, parce que il y a bien sûr une mobilisation qui n'a pas abouti sur une victoire revendicative, mais il y a une mobilisation aussi qui a donné confiance dans une certaine frange, dans une frange importante de la classe ouvrière et de la jeunesse dans ses propres forces. Il y a des expériences qui ont été faites et qui ne vont pas s'éteindre de sitôt. Donc, à partir de là, bien sûr que notre propre bourgeoisie, il va falloir lui donner des coups, des sacrés coups. D'ailleurs, je crois que vous le dites dans votre dernier édito, sur les coups portés de nouveau de Macron. Bon, bah, la question pour nous, ça ne va pas être simplement de compter les coups, voire de continuer à les prendre. Mais nous, en tant que militantes et militants révolutionnaires, d'essayer de trouver quand même les moyens de parer ces coups. Et de parer ces coups avec l'ensemble de notre camp social, évidemment. Donc on aimerait bien mettre en discussion ce dont parlait Aurélien tout à l'heure. Bien sûr, la situation à la rentrée va continuer à être la situation tragique en termes social et politiques que connaissent les travailleurs et les travailleuses, c'est-à-dire une inflation toujours galopante, et des salaires qui sont loin de suivre et de permettre de vivre, juste de vivre. Et donc nous, on a fait le choix, on pense, que cette question qui va être cruciale, qui sera d'une certaine manière un peu le prolongement de la mobilisation qu'il y a eu sur les retraites, elle est absolument nécessaire et qu'elle nous permettrait par ailleurs de tenter de regrouper des noyaux, des réseaux dans les entreprises, dans les quartiers, sur les lieux d'études, sur les salaires, sur l'inflation et sur la vie chère, avec des revendications telles que, je pense, nous les partageons. Pas de salaire en dessous de 2000 balles, 400 € d'augmentation dès maintenant, et évidemment les salaires qui s'alignent sur le coût de la vie, donc l'échelle mobile des salaires. Mais ce qu'on aimerait bien dans cette campagne, c'est la faire porter peut-être au-delà de nous, par un pôle de révolutionnaires qui permettent d'en définir des déclinaisons évidemment multiples, qui partiraient de la mobilisation d'ampleur qu'on a connue sur les retraites, avec l'idée derrière ça d'en faire une campagne politique, mais aussi une campagne d'intervention.
Et y compris là, peut-être discutons-en dans nos secteurs communs. Parce que comme on a un peu la prétention de s'adresser nous aussi à la classe ouvrière, et qu'on n'a pas du tout par contre la prétention ici de redéfinir tout ce qu'est la classe ouvrière, mais enfin on pense que tous ceux qui n'ont, et toutes celles qui n'ont que leur force de travail à vendre, c'est déjà une bonne définition. On pense évidemment qu'il doit bien y avoir des endroits où on se rencontre et où il y a des possibilités de tenter de mettre en place cette campagne-là. Nous, on veut se déployer là-dessus. De toute façon, on le fera. Avec l'idée, quand même, en vous en parlant, c'est comment on arrive, est-ce que ce serait possible de taper ensemble sur le même clou quand ça va dans le bon sens? Et nous, évidemment, c'est ça qu'on aimerait quand même discuter, parce que là, on a l'impression que ce serait une opportunité, une occasion un peu, de taper ensemble sur un même clou, sans se dédire les uns et les autres. Mais on trouve que ce serait franchement une manière un peu cohérente de mettre en pratique ce que les uns les autres on met dans nos éditos depuis des mois, et où vous-même, dans votre dernier, vous dites « Macron prépare les prochains coups de bâton ». Bon, eh bien, est-ce que nous, on reste un peu l'arme au pied, même si l'expression n'est peut-être pas tellement heureuse vu le débat qu'on a sur la guerre, on a quand même, et vous aussi sûrement, une certaine pression sur les épaules pour ne pas... pour tenter d'incarner la colère et la combativité des luttes, mais aussi la confiance dans la possibilité que, à un moment donné, on incarne autre chose que des commentateurs ou des mouches du coche, qu'on incarne quelque chose, qu'on incarne des organisations, des militants qui sont rendus crédibles et légitimes dans la possibilité d'en finir avec le capitalisme. Par rapport à la guerre généralisée, nous on ne fait pas de projection. C'est pas nous qui les faisons, c'est les États qui sont en train de se réarmer, c'est la manière dont parlent les gradés de l'armée, c'est les chefs d'État qui préparent la population, qui préparent l'armée, qui préparent le matériel. C'est eux qui parlent de guerre généralisée, là. C'est pas nous. Voilà. Alors nous, par nos convictions, on sait que le capitalisme, la guerre, c'est dans ses gènes, voilà, mais c'est eux qui préparent ça. Et nous, notre problème, c'est que c'est ce décalage qu'il y a entre ceux qui défendent les intérêts de la bourgeoisie, tous les États, les membres de l'État, ce décalage entre eux, les décisions qu'ils prennent, et ceux qui vont vouloir envoyer dans les tranchées. Voilà. Les travailleurs, voilà. Parce que la guerre, c'est eux qui la décident, dans les intérêts de la bourgeoisie, mais c'est avec la peau des ouvriers. Voilà. Et notre problème, c'est ce décalage-là. Donc, voilà, de dire que nous, il faut qu'on s'y prépare à ce qu'ils vont vouloir faire. Voilà. Et c'est eux les responsables de la guerre, c'est les capitalistes, et on ne mettra pas fin aux guerres sans renverser le capitalisme. Et nous, on ne va pas minimiser, parce que j'ai l'impression que dans la manière dont vous le dites, vous essayez d'arrondir les angles, c'est des accords qu'il y a eu même au moment du déclenchement de la guerre. Parce que ça, c'est pas anodin. Vous savez, il y a quelque chose dans lequel, qui est particulièrement intéressant, c'est au moment des guerres mondiales, eh ben, il y en a qui ont refusé la guerre, quoi, et qui ont osé contre tout le monde, malgré des très fortes pressions, qui ont osé dire on n'ira pas crever pour les marchands de canons, pour les industriels, pour les banques, on n'ira pas crever pour vous. Et après, ce qu'ils ont dit, parce que la guerre, ils l'ont quand même déclenchée évidemment, ce qu'ils ont dit, c'est que les armes, vous nous avez mis dans les mains, mais on les retournera contre ceux qui nous les ont mis dans les mains. Voilà, on s'en servira contre vous. Voilà, bah nous, c'est ça notre référence. Voilà, et vous minimisez cette position qui a été prise de, voilà, ça y est, là, on est pour le communisme, on est pour la lutte de classe, puis quand la guerre, elle commence, la lutte de classe, elle disparaît. Et ben non, la lutte de classe, elle disparaît pas au moment de la guerre, du déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire les mêmes qui te pourrissent la vie, qui te détruisent la vie au travail, c'est pour eux qu'ils envoient les gens se faire crever. Voilà, c'est la lutte de classe, mais poussée jusqu'à pour tu vas y laisser ta peau. Donc nous, on minimise pas ça. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Et bien justement, c'est discuter de ça. Voilà, on va pas crever pour eux. Vous savez, déjà, le problème de l'économie de guerre, ça commence à se poser un peu clairement. Moi, je viens de Dunkerque, et dans la sidérurgie,
commence à dire les commandes de l'automobile, elles commencent à baisser. Mais vous inquiétez pas, il y aura du boulot, parce qu'il y a de plus en plus de commandes d'armement. Forcément, les budgets militaires qui explosent, ça commence à se voir un peu partout dans l'industrie. Donc voilà ce qu'ils promettent aux travailleurs. Donc qu'est-ce qu'on a à dire face à cette situation? Évidemment qu'on va se battre pour notre travail, évidemment qu'on va se battre pour notre salaire, parce qu'on on va se battre pour vivre. Mais là, ce qu'ils sont en train de nous faire fabriquer, c'est pour que nos gamins aient crevé pour eux. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on a à dire. Voilà. C'est que le capitalisme, il nous mène à la guerre. Et ça, c'est nos convictions. Juste par rapport à la remarque tout à l'heure sur est-ce qu'aller jusqu'au bout, est-ce qu'on défend la Russie? Bon, bah là, j'ai même pas envie de répondre, j'ai juste envie de dire, de lire tout ce qu'on écrit pour voir qu'on n'a jamais défendu les crapules qui sont en Russie. Et voilà, et Trotsky non plus ne défendait pas les crapules à la tête de l'État russe. Et on ne les défend pas plus aujourd'hui. Oui, effectivement, la discussion, elle est utile. Ce que tu as dit, Clara, je suis absolument convaincu. Et elle est utile parce que c'est peut-être une discussion entre nous. Et vous pouvez opposer l'idée qu'on cherche à regrouper les révolutionnaires avec l'idée de s'adresser aux travailleurs. Mais c'est une discussion qu'on mène chacun devant les travailleurs. Et qu'on en tire des bilans et qu'on fasse des ajustements par la confrontation de nos idées entre révolutionnaires, c'est ça que c'est une des choses qu'on entend par se considérer comme les fractions d'un même parti. Nous aussi, on porte nos positions devant les travailleurs. Et on lit attentivement votre presse d'un bout à l'autre. Et effectivement, on entend que la position que vous avez envie de porter, c'est qu'on s'achemine vers la guerre généralisée. Alors, soit c'est d'une généralité absolue, soit c'est d'une actualité brûlante. Vous oscillez un petit peu entre les deux. Ça fait quand même une différence d'être dans un pays en guerre, par exemple l'Ukraine ou la Russie aujourd'hui, ou d'être dans un pays qui n'est pas en guerre, comme la France. Il faut se le dire quand même que la France n'est pas en guerre, parce que sinon ça nous fera tout drôle, la situation de guerre, avec des tâches politiques qui seront absolument, totalement différentes. Par contre, oui, il faut préparer. Il faut qu'on se prépare, nous militants et l'opinion ouvrière, préparer les travailleurs à résister à un enrôlement rampant. Là-dessus, on est complètement d'accord. Et on fait toutes les campagnes qu'il faut à notre toute petite échelle pour ça. Mais il faut s'y préparer aussi avec des idées. Et il faut s'éloigner un petit peu des postures. Parce que c'est sûr que l'Occident se prépare à contrer par des moyens militaires les ambitions russes, c'est déjà fait, et chinoises. Mais si on s'adresse aux travailleurs d'ici et aux travailleurs de là-bas, il faut bien aussi dénoncer les visées impérialistes des uns et des autres, pas seulement de l'OTAN. Le poids prépondérant de l'impérialisme américain, il est réel, mais il n'implique pas qu'on doit faire un blackout sur l'impérialisme chinois, par exemple. Et ça a des conséquences concrètes quand on discute dans l'opinion ouvrière. Vous avez forcément rencontré comme nous un certain nombre de travailleurs, alors c'est une position qu'on n'entend jamais dans les médias, mais qu'on entend beaucoup plus sur les lieux de travail, qui sont pro-Poutine. Il faut discuter avec ça. Parce que la guerre qui nous attend, si le monde continue à se diviser entre blocs et sous-blocs impérialistes qui commencent à se faire la guerre entre eux avec la peau des peuples, il ne faudra pas imaginer on privilégie un camp par rapport à un autre. C'est des pièges là-dessus dans l'opinion ouvrière. Et c'est des pièges qui peuvent aller très vite. Regardez au Niger. Le Niger, on a une clique militaire qui s'appuie sur un sentiment plus que légitime contre l'impérialisme français, mais pour rejoindre un autre bout de l'impérialisme. C'est ça aussi un monde de rivalité entre impérialismes. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que cette position, à notre avis, doit être corrigée. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a une domination américaine qui est absolument hégémonique depuis un siècle. Et cette domination, elle est impérialiste bien sûr, elle est menacée en permanence. Elle a été menacée d'ailleurs par l'Allemagne dans les années 1930. Ça a mené à l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, elle est menacée par la Chine. Vous dites que la Chine n'est pas un impérialisme. Bon, alors j'ai du mal à imaginer Xi Jinping en leader paysan nationaliste, mais excusez-moi.
C'est sûr que la Chine, elle est bien plus faible économiquement que les États-Unis. Mais c'est quand même le principe d'une puissance impérialiste numéro 1 que de ne pas laisser au numéro 2 l'espace pour qu'il arrive à son niveau. C'est bien avant qu'elle a réagi, historiquement, les États-Unis, pour empêcher ça. La Chine, c'est quand même une population certes pauvre, mais 4 fois plus nombreuse que les États-Unis. L'État chinois lui-même est devenu un État bourgeois centralisé, armé du feu nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance économique capitaliste qui exporte ses capitaux à coups de canon pour exploiter au-delà de ses frontières. Voilà, on est face à ça. Et il y a un truc dans cette situation de rivalité interimpérialiste auquel vous consacrez un texte de votre dernier congrès de décembre à juste titre, mais que vous ne reliez pas à la situation actuelle et aux nécessités de l'intervention des révolutionnaires. La politique de l'impérialisme aujourd'hui, elle n'est pas polarisée uniquement par les rivalités capitalistes de partage des marchés par les armes entre grandes puissances, même si c'est un des aspects. Elle est aussi, et avant tout, comme toujours, une politique de maintien d'un ordre social basé sur l'exploitation et le pillage. Je ne dis pas ça seulement dans la guerre mondiale à venir, même si ce sera le cas aussi dans cette situation différente de celle dans laquelle on est. Mais je dis ça ici et maintenant. On aurait intérêt à s'appuyer sur des expériences qui sont des expériences porteuses d'avenir, qui sont les révoltes populaires qu'il y a partout dans le monde depuis une décennie, depuis les révoltes arabes, les révolutions arabes de 2011, Tunisie, Égypte, Libye, qui ont rebondi à partir de 2018. Je ne vais même pas faire la liste de tous les pays, mais parmi eux, entre parenthèses, il y a la Biélorussie et le Kazakhstan avec des grèves générales entre 2020 et 2021, qui sont probablement pour beaucoup d'ailleurs dans la volonté de Poutine d'aller envahir l'Ukraine parce qu'il a bien joué son rôle de gendarme du monde, de bourreau des peuples avec l'appui de Biden, de Macron et compagnie. Mais c'est dans toutes ces situations que l'Algérie aussi a connu, l'Iran, le Liban. C'est dans toutes ces situations qui ne sont pas pronostiquées par nous dans l'avenir, mais qui sont sous nos yeux et qui arrivent plusieurs fois par an, qu'il faut discuter de l'intervention indispensable, et très compliquée d'ailleurs, des révolutionnaires pour transformer des révoltes populaires en révolution, faire apparaître un pôle ouvrier d'indépendance de classe qui permette d'y défendre une politique. Alors, je vais partir dans un truc que tu as dit pour commencer. C'est juste par rapport à des travailleurs qui ont une sympathie pour Poutine ou pour... bon, toi tu dis du coup c'est de l'impérialisme, etc. Ce qu'on ne partage pas. Ne serait-ce que parce que c'est entre parenthèses, mais les Chinois n'ont pas de base militaire autour des États-Unis, les Russes n'ont pas de base militaire autour des États-Unis, etc. Bon. Ce que les États-Unis ont partout ailleurs, quoi. Voilà. Et la France dans une moindre mesure. Mais qu'il y ait des travailleurs qui trouvent ça bien, parce qu'ils détestent tellement l'impérialisme, notamment voilà, l'impérialisme américain, l'impérialisme français, qui trouvent ça bien, Poutine ou d'autres régimes, c'est un problème. Mais ce problème, il vient d'où? Il vient que... il vient de la perspective pour l'émancipation sur Terre, c'est les idées communistes. Mais pas les idées communistes frelatées et pourries par le stalinisme, mais les idées communistes de Marx, de Lénine, de Trotsky, c'est-à-dire celles qui disent que les travailleurs sont une seule classe à l'échelle du monde, les travailleurs font tout tourner dans cette société, et il n'y a que les travailleurs qui peuvent renverser le pouvoir de la bourgeoisie à l'échelle du monde et réorganiser la société sur des bases nouvelles, communistes, collectives, humaines. Ben moi, c'est ça que j'ai à dire à ces travailleurs-là, qui seraient attirés par des idées frelatées, qui seraient soi-disant protestataires, mais qui ne sont pas du tout. Voilà. Et c'est aussi... c'est tout le problème aussi du stalinisme, quoi. Parce que les idées nationalistes qui ont... les révoltes dans le tiers-monde contre le colonialisme après la Seconde Guerre mondiale, toutes ces révoltes profondes, aussi profondes que l'a été la révolution russe, eh ben, elles auraient pu mener à autre chose qu'à des États, à des politiques nationalistes, juste à l'indépendance nationale, juste à mettre au pouvoir d'autres classes dirigeantes. Voilà. Alors, c'est peut-être plus compliqué à expliquer, mais c'est ça que j'ai envie d'expliquer. Et le problème, justement, il faudrait que ces idées communistes, elles reviennent des idées
pour changer la société. Voilà. Et ben, si on veut poser le problème de quelle est notre tâche aujourd'hui, et ben c'est celle-là. C'est de réimplanter ces idées communistes, révolutionnaires dans la classe ouvrière. Et bien dans la classe ouvrière. Parce que un des aspects, voilà, nous, le choix politique qu'on a toujours fait à Lutte ouvrière, c'est justement ça. Notre priorité, ce sont justement de s'adresser aux travailleurs, dans les entreprises, à travers nos bulletins d'entreprise. Alors, vous aussi, vous dites, vous adressez aux travailleurs, mais justement, c'est aussi, il y a dans vos, encore une fois, sur votre prise de position sur la guerre, que vous minimisez, et je vous ai dit que ça m'embêtait franchement, il y a aussi ce problème que, voilà, vous avez voulu vous adresser à qui, là? Peut-être à... Parce que moi, les pressions, je les ai pas... contrairement à 14, elles n'étaient pas fortes, hein, elles n'étaient pas très fortes. Il y avait une petite pression, oui, dans la petite bourgeoisie, pour dire tous avec la résistance ukrainienne. Peut-être dans la jeunesse scolarisée, il y avait peut-être ça, voilà. Mais voilà. Donc nous, on pense que voilà, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos tâches, quelles sont voilà, nos priorités, bah, c'est voilà, le monde du travail, les travailleurs, parce que c'est eux qui peuvent changer la société. On ne prend pas comme un hochet, un gadget ou une obligation le fait de nous adresser à vous de manière un peu particulière. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est que vous occupez une place particulière à l'extrême gauche en France par votre histoire, votre implantation, le poids aussi que vous avez eu à des moments et que vous avez toujours, le maillage que vous avez, le boulot ouvrier que vous faites, les expériences que vous y accumulez, les figures aussi politiques qui ont jalonné votre parti, votre organisation, ce qui a permis Arlette Laguillet, ce qu'elle a permis à plein d'égards, et pas simplement l'agitation des idées communistes révolutionnaires, ce qu'elle a permis, elle, comme femme travailleuse, à une époque et à un moment donné où c'était quand même franchement pas dans l'air du temps. Donc nous, on prend très au sérieux le fait de s'adresser à vous. Et c'est pas naturel, en fait. C'est le fruit de discussions, bien sûr. Parce que à l'extrême gauche, on a quand même ce véritable problème de penser que nous sommes condamnés un peu à l'émiettement. Nous, dans ce que l'on fait en ce moment, on tente de parer à ça, à notre échelle. Et en fait, je me demande à des moments si, pour vous aussi, il est possible qu'à un moment, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, nous oblige un peu à changer de logiciel. C'est-à-dire, j'entends tout ce que vous dites, les camarades. J'entends tout ce que tu dis, Clément. Vous ne voulez pas minimiser les désaccords. Il n'est pas question de minimiser les désaccords. La lutte de classe disparaît parce qu'il y a cette situation. Eh bien non, évidemment. C'était le sens de mes précédentes interventions. On ne va pas crever pour eux. Personne ne veut crever pour eux. Et toutes les luttes ouvrières, y compris si elles ne sont pas liées à la guerre, c'est aussi le message qu'elles disent. Alors est-ce qu'on est en temps de guerre? Est-ce que quand on est en temps de guerre, on passe un cap? Mais enfin, c'est d'évidence. Quand tu dois te battre pour survivre et ne pas mourir, oui, bien sûr, on passe un cap. Oui, bien sûr, mais c'est ça la discussion entre nous. On en est là de nos discussions entre nous. Est-ce que l'on prend la mesure ou pas de la situation telle qu'elle est? Et si on la prend, avec, oui, bien sûr, ce qui se passe, à minima en Europe, sur, oui, les offensives de l'extrême droite. Si l'on prend au sérieux le fait qu'il y a de nouveau une guerre en Europe, si l'on prend au sérieux le fait que nous n'avons pas de contrôle à ce stade-là sur le haut degré de dégénérescence que peuvent impliquer les rivalités entre impérialismes, qu'est-ce qu'on fait? Et à quelle échelle on se bat? Parce que à ce moment-là, pourquoi on n'en est pas là à mobiliser les travailleurs de l'armement, à mobiliser comme des fous les travailleurs de l'énergie,
à bloquer les ports, à bloquer les docks, à bloquer tous les acheminements d'armes, dont la France n'est quand même pas la plus déméritante à ce niveau-là. Et ça, c'est s'adresser à notre classe, c'est s'y adresser ensemble. Mais est-ce qu'on pense qu'on a la mesure de faire ça? Donc comment on commence? Par quoi on commence? Par quel bout on le prend? Et c'est un peu ça la discussion, parce que peut-être qu'il y aura une différence entre nous et puis les discussions qu'il y avait précédemment. C'est qu'il faudrait bien quand même que dans cette situation, elles aboutissent à quelque chose. Et qu'on remarque qu'on n'est pas condamné sans cesse à marcher côte à côte, qu'on n'est pas condamné sans cesse à s'isoler. Parce que justement, la classe ouvrière, elle vaut un peu mieux que ça. Parce que justement, on sera forcément, peut-être l'histoire un jour, elle nous interpellera sur les responsabilités qu'on n'a pas prises. Et donc nous, c'est ça un peu à notre échelle de ce qu'on est là, qu'on a envie de discuter. Nous aussi, on veut réimplanter les idées communistes dans la classe ouvrière. On a des bulletins d'entreprise, peut-être qu'ils ne vous satisfont pas totalement. Nous aussi, on a ça. Nous aussi, on a ça, ok. Mais vous voyez bien que là, et d'ailleurs vous-même êtes un peu en difficulté avec ça, vous voyez bien que ce n'est pas la discussion. Vous voyez bien que ce n'est pas la discussion. Donc, nous, on pense quand même qu'il y a quelque chose que vous réalisez, c'est qu'il y a d'autres possibilités de discussion entre nous. Parce que on est allé à votre fête, vous avez accepté que l'on y soit, malgré ce que vous pensiez un peu de ce non-choix. Vous acceptez aujourd'hui et vous êtes là. Vous êtes aux rencontres d'été révolutionnaires du NPA. Vous avez fait le choix de venir. Donc vous devez sentir quand même qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné, il y aurait une possibilité qu'il se passe, qu'on aille un petit peu au-delà? Donc moi, je réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à une campagne salaire, inflation, et qu'il n'y ait pas de débat. Tout ça, ça nécessite des combats qui sont durs, qui sont acharnés, qui peuvent aller jusqu'à des généralisations de grève, qui peuvent aller jusqu'à des déstabilisations, des fragilisations des gouvernements. Tout ça aussi, ça a un sens dans le monde, y compris celui que vous décrivez, qui serait visiblement au bord de la Troisième Guerre mondiale. Alors, bon, vous êtes un peu insistant. Donc je vais répondre que s'adresser ensemble à la classe ouvrière, non. Il n'y a pas de possibilité de s'adresser ensemble à la classe ouvrière. Là où il y a des militants qui sont ensemble sur les lieux de travail, vous le savez, ils mènent les mouvements ensemble. Ils sont dans les mêmes grèves, dans les mêmes ateliers, dans les mêmes manifs, souvent dans les mêmes syndicats. Voilà. Là où il y a des combats à mener, ça existe déjà. Et notre indépendance politique, on y tient, et en fait, on n'est pas d'accord. Alors, c'est nous qui sommes obligés de le dire, mais non, on a des divergences réelles sur les mouvements d'indépendance nationale et l'Algérie et l'Iran que tu as cités. Parce que ce que tu as... Alors, c'est vrai, peut-être que... moi, j'ai pas des années de recul, mais peut-être que c'est plus difficile qu'avant, parce qu'avant, il y avait des positions contradictoires. Là, moi, je pense qu'elles sont contradictoires, mais je pense surtout qu'on ne dit pas la même chose. On ne dit pas la même chose, et ça, nous, ce qu'on veut dire à la classe ouvrière, on veut le dire, et on n'a pas le complexe d'être minoritaire. Parce que il y a les révolutionnaires, dans les moments difficiles, dans les moments notamment des guerres mondiales, qui sont pas... dont on ne peut pas savoir exactement où la prochaine est pour le moment, ça a été très important qu'au sein de la classe ouvrière, il y ait des mouvements révolutionnaires et qui étaient prêts à aller jusqu'à la prise du pouvoir et qui étaient prêts à ne pas s'allier derrière la bourgeoisie nationale, qui étaient prêts à faire face aux différents moments, et on ne peut pas savoir à l'avance qui ce sera. On ne peut pas savoir à l'avance qui ce sera. On ne peut pas savoir le moment où le couperet y tombe, qui défendra quoi. Et donc on n'a aucun besoin de limiter le nombre de points de vue
qui sont présents au sein de la classe ouvrière. Mener des luttes ensemble, je crois que ça se fait déjà, et je crois que même dans les luttes qui existent en ce moment, on tombe sur des désaccords sur ce qu'il y a à défendre, sur ce qu'il y a à dire, ne serait-ce que parce que le peu qu'on en a discuté, sur le mouvement des retraites, on ne dit pas la même chose. On dit, nous on ne considère pas qu'il y a un mouvement massif et on critique le mouvement des retraites pour ce qu'il a en retard sur l'évolution réelle de la situation mondiale. Et c'est un point de vue qui est celui que je présentais tout à l'heure. C'est un point de vue qui n'est pas dans vos écrits. Et le vôtre n'est pas dans vos écrits à nous. Et cette richesse-là, au sein de la classe ouvrière, il n'y a aucune raison qu'elle n'existe pas aujourd'hui. D'ailleurs, nous, on défend ces positions-là parce que c'est celle qu'on croit. On pense que la classe ouvrière, ce qui a péché, c'est pas sa combativité. Aujourd'hui, d'accord, il y a peut-être une combativité que vous aimeriez voir plus importante. Mais moi, je ne pense pas que la combativité de la classe ouvrière, elle pêche. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que vous dites, des mouvements, il y en a encore et encore. Moi, je ne pense pas qu'ils sont massifs en France, là, ni ailleurs, mais ça dépend des endroits. Mais cette combativité-là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la direction. C'est ce que la direction de la classe ouvrière, c'est ce que l'avant-garde de la classe ouvrière, c'est ce que les organisations politiques de la classe ouvrière disent. Et trop souvent, ils sont derrière leur bourgeoisie nationaliste. Trop souvent, ils sont en retard sur la situation. Aujourd'hui, la bourgeoisie, elle a depuis longtemps préparé la guerre. Depuis longtemps démarré un travail de propagande dans les établissements scolaires qui s'est accéléré là. Depuis longtemps, elle a conservé ses alliances militaires et ses organisations internationales. Et nous, ce qu'on pense, c'est que dans notre grande majorité, nous n'avons pas ce type d'organisation à l'échelle de la classe ouvrière. Nous sommes en retard. Nous n'avons pas des organisations qui peuvent faire face au déclenchement d'une guerre mondiale. Là. De toute façon, on n'en aurait pas. Même la deuxième internationale, qui organisait des millions et des millions d'hommes au moment de la guerre mondiale, elle a pris le rouleau compresseur. Et elle s'est retrouvée complètement morcelée avec toute une partie de ses dirigeants et de ses militants derrière la bourgeoisie et derrière des slogans nationalistes. Donc cette difficulté-là au moment de la guerre, on la rencontrera. Si on trouve qu'aujourd'hui on est en difficulté et qu'on est petit, on le sera encore plus à ce moment-là. Mais ce qui sera fondamental, ce qui est fondamental dans tous les mouvements que tu as cités, et ce qui manque dans tous ces mouvements-là, c'est des organisations qui sont capables de dire que la classe ouvrière, elle doit être complètement indépendante de sa bourgeoisie nationaliste et qu'elle doit aller jusqu'à la prise du pouvoir, qu'elle ne doit pas s'arrêter à obtenir à un moment donné les petites revendications qu'elle exige, car une fois qu'elle les a, il faudra que ça aille encore plus loin et que ça aille jusqu'à ce que ce soit elle qui dirige le pouvoir. Et nous, on pense que ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est ça. C'est ça. Alors, on peut dire plein de choses avant, mais fondamentalement, dans ce qu'on écrit, c'est cette perspective-là qui est nécessaire. Parce qu'on pourra sortir cette perspective de la révolution mondiale quand on estime que c'est le moment, mais ça sera un petit peu en retard. Je vais repartir de ta dernière intervention, Clara, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Pour lever une première ambiguïté, peut-être, c'est que, bien entendu, qu'il faut qu'on garde notre expression, nos positions, qu'on les défende chacun devant la classe ouvrière. C'est comme ça aussi qu'on peut tester nos politiques et voir lesquelles peuvent passer l'épreuve de la pratique. Ça fait pas du tout, c'est pas du tout notre proposition. D'ailleurs, encore une fois, on veut mettre sur la table, nous, ce qu'on va faire, en imaginant que on pourrait chacun s'épauler sur ce qu'on veut faire qui correspond, mais prenez-le pas comme une proposition. Parce que c'est vrai, tu as dit, c'est peut-être un peu plus difficile qu'avant de discuter avec nous, et ça, je peux que le comprendre, parce que la scission, elle était il y a 6 mois, en décembre 2022. C'est un peu difficile peut-être de comprendre quel animal politique on est devenu. Nous-mêmes, on en discute aussi. Et par exemple, quand tu cites les mouvements nationalistes, je pense qu'on est tous, je suis sûr qu'on est tous d'accord dans la salle pour ne pas du tout imaginer que des mouvements nationalistes petits bourgeois pourraient remplacer une révolution prolétarienne. Nous sommes des trotskistes, nous sommes
pour la révolution permanente, que la classe ouvrière garde son indépendance, même dans des situations où elle défend au départ des mouvements, par exemple, d'indépendance nationale, et que c'est seul le pouvoir de la classe ouvrière à l'échelle internationale qui pourra en finir avec l'impérialisme. Donc il faut qu'on discute, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à discuter, parce que c'est vrai que ça change, hein. De même que les positions de Philippe Poutou lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, qui, je vous rappelle, était avant la scission, vous ne pouvez pas tellement nous les faire porter. Moi, j'ai essayé d'exprimer les positions de notre plateforme C, que quand même on a voté dans une écrasante majorité dans cette salle, pour essayer de nous faire comprendre. Je crois que on ne peut pas qualifier ça d'un alignement derrière l'impérialisme, même si, y compris les camarades dans cette salle, ne sont pas d'accord avec ces positions, parce qu'ils jugent qu'il en faudrait d'autres. Donc oui, c'est un peu plus difficile qu'avant, et c'est pour ça que c'est important qu'on discute. C'est aussi important qu'on discute parce que tu as dit aussi qu'on était des petites organisations, c'est vrai. C'est vrai que les travailleurs ne nous demandent pas tous les jours de nous unifier et d'être responsables. C'est pas une pression tellement qu'on ressent. On est des petites organisations, mais face à un monde qui change et qui bascule, on va avoir besoin de formuler des grandes politiques. Bon, alors c'est un peu contradictoire et ça picote un peu, mais c'est quand même notre responsabilité, quoi. Alors, grande politique, c'est avant tout dans les mouvements qu'on peut les tester. Là, tu as dit aussi, d'ailleurs, et je suis complètement d'accord, que localement, nos camarades dans les boîtes, mais chez les cheminots, à PSA à Poissy, on a mené un combat ensemble pour la démocratie ouvrière, contre la bureaucratie syndicale. Chez les cheminots, par exemple, il y a beaucoup d'endroits où on se retrouve, mais à Strasbourg, le seul comité de grève du pays, à notre connaissance, qui a duré 3 mois, c'est nos efforts conjugués et communs. Vous avez fait des efforts d'organisation à la base dans le mouvement d'intervention politique, nous aussi d'ailleurs. On pense qu'on aurait gagné à les discuter ensemble, on n'était peut-être pas en position, on sortait tout juste de la scission de vous proposer ça réellement, mais pas pour les faire ensemble et se lier les mains ensemble, mais parce qu'on fait des expériences chacun devant les travailleurs. On les met en commun, comme ça ce sera au commun du mouvement révolutionnaire. Vous en tirerez peut-être des leçons opposées à celles que nous on tirera, mais on en discutera. C'est pour ça que reprendre le fil de ces discussions, c'est le plus important. Alors, cette campagne salaire, ce pôle des révolutionnaires, comment il s'incarnerait? Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Armel. C'est incarner un pôle politique en répondant à l'urgence de la situation, qui soit à l'opposé de l'offre politique qu'on a, en fait, pas que à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, parce qu'on est dans une situation où la politique à l'échelle européenne est sacrément la même de la France à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, en regardant même à l'Angleterre, qui est dans l'Europe quand même, donc ils ont quitté l'Union européenne. Il y a quelque chose d'unifié sur ce continent. Je ne dis pas que ça parce qu'il y a des élections européennes l'an prochain, mais si les révolutionnaires, ils avaient quelque chose à dire sur l'inflation, tout le monde se mange la même inflation dans la tête et les salaires qui ne suivent pas. Il y a des grèves de cheminots en Allemagne pour 500 €, il y a des grèves dans tous les secteurs en Angleterre pour la même revendication, et il y a des grèves pour les salaires en France pour la même chose. Sur la guerre en Ukraine, oui, bien sûr qu'on a des positions différentes, mais contre l'engagement de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, contre la fuite en avant militariste, contre l'embrigadement des travailleurs et de la jeunesse, évidemment. On a des choses à dire aussi sur la montée de l'extrême droite, on n'a pas le temps de développer, mais c'est quand même un sujet important qu'on doit combattre pied à pied et qu'on sait qu'on combattra qu'en renversant le rapport de force dans la situation sociale. Alors voilà, tout ça c'est devant nous, tout ça on le fera, mais qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, c'est vrai, vous nous dites non là, on entend le non, on est tout à fait respectueux du consentement, mais on le fera en fait un peu ensemble, qu'on le veuille ou non, et tout ce qu'on espère c'est qu'on en discutera le plus possible à partir de là. Sur ce que tu dis Aurélien, sur on l'a toujours dit quand même, c'est qu'il existe plusieurs organisations, tant mieux, ça sera autant de possibilités pour les travailleurs de choisir. On ne va pas choisir à leur place, quoi. Voilà. Et si on intervient politiquement dans telle ou telle situation, dans telle ou telle entreprise, ça sera aux travailleurs aussi de choisir la politique avec laquelle ils seront d'accord. Alors, mais un peu dans le même sens, tu mets en avant la question des salaires. Bon, mais tu vois, je ne sais pas pour revenir sur la guerre, mais quand même un peu.
nous, notre conviction profonde, je leur dis, c'est que les travailleurs, c'est les seuls qui peuvent changer la société. Et donc, nous, on est pour poser les problèmes à la hauteur où ils se posent aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas c'est pas très porteur de discuter de ça, mais c'est quand même les problèmes qui se posent à l'humanité. Alors, il n'y a pas que cela, il y a aussi que le monde devient de plus en plus invivable, apocalyptique, que le capitalisme fout tout en l'air, détruit tout. Voilà. Là, on est pour poser les problèmes aux travailleurs à ce niveau-là. Voilà, dans ce qu'on a à leur dire, on est dans ce qu'on a à discuter avec eux, c'est ça qu'on veut discuter absolument. Voilà, bien sûr qu'on est pour tous les combats où on défend sa peau, où on défend son salaire, où on défend bien plus de 2000 €. Mais voilà, notre rôle, c'est pas d'être un syndicat, on est des militants communistes révolutionnaires et on pense que ce qu'on a à dire aux travailleurs, c'est de leur dire les problèmes au niveau auquel ils se posent, quoi. Et là, ils se posent au niveau qu'on doit renverser ce système capitaliste. Et voilà. Et ensuite, par rapport à tout ça, en fait, on ne sait même pas à quoi s'attendre là dans les jours, les semaines à venir, parce que encore une fois, on ne fait pas un pronostic, la guerre. On ne sait pas par quel bout ça va venir, mais on sait que ça va venir, quoi. À quelle vitesse s'accélèrent les choses? Est-ce que demain il y aura une nouvelle crise financière, une crise économique? De toute façon, ou même, parce qu'on peut toujours prévoir par où ça va partir, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y aura un incident, puisque à force de repousser toujours, comme ils disent, la ligne rouge en Ukraine, les impérialistes, est-ce qu'à un moment ils ne vont pas la repousser et puis ils multiplier les incidents et ça va dégénérer, même sans qu'ils le veuillent? Bref, tout ça pour dire que dans ce système, on ne sait pas par où ça va partir, mais on sait juste qu'ils défendront leurs intérêts et quitte à mettre le monde à feu et à sang pour leur profit, et ils savent faire que ça, et ça on en est convaincus. Voilà. Alors nous, à la base, ça semble anodin de dire ça, mais nous on voulait pas faire le NPA, hein. Donc à l'époque vous l'avez fait, c'était vos idées, c'était l'idée d'abandonner certaines idées pour rassembler plus largement, etc. Nous, on vous a juste souhaité bon courage pour militer pour ce que vous aviez envie de faire, mais nous on ne voulait pas construire ça. Voilà, donc il ne faut pas maintenant faire comme si vous étiez étonné que c'est pas possible d'intervenir ensemble. Voilà. Et je vais vous dire quand même, les positions de Poutou, finalement, d'abandonner quand même ce qui fait nos idées, l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire des révolutions, les problèmes qui se sont posés au moment des déclenchements des guerres. Voilà, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça parce que c'est une expérience qui nous aide encore. Voilà. Et l'idée qu'il fallait repartir, construire quelque chose de tout neuf, voilà. C'est pas une idée qu'on partage du tout, qu'on ne partageait pas à l'époque et qu'on ne partage pas non plus aujourd'hui. Et voilà, et donc les positions de Poutou, vous dites que c'est pas vous, mais bon, j'ai entendu personne s'insurger au moment de la campagne de Poutou contre un truc, voilà, qui me semblait complètement à l'opposé des idées marxistes. Voilà. Et depuis, j'ai pas entendu non plus d'explication on a dit une connerie, maintenant on la dit plus, quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire et merci pour cette discussion.